Le faiseur de pluie. L'histoire de Donnie Decker, le faiseur de pluie, est insolite. Un jour, sans aucune explication, ce jeune homme de 21 ans acquiert la faculté de provoquer une véritable tempête à l'intérieur des maisons. Une tempête, vraiment. Évidemment, il convient de relativiser. Mais gardons cela pour la dernière partie de ce podcast. Cette nouvelle histoire de paranormal nous amène en Pennsylvanie, aux États-Unis. Accusé de divers trafics, le jeune Decker purge une peine de prison. Nous sommes le 24 février 1983 au matin, et l'un des gardiens lui annonce une bien triste nouvelle. Son grand-père vient de décéder. Donnie est un jeune détenu au comportement exemplaire. C'est pourquoi le directeur de la prison lui accorde une permission de sortie exceptionnelle de quelques jours pour pouvoir assister à l'enterrement. Le garçon accepte sa remise en liberté provisoire, même s'il ne portait pas son grand-père dans son cœur. En vérité, la mort de ce dernier est même un soulagement pour Donnie. Même si sa mère ne veut pas le croire, elle s'obstine à renier un secret de famille que Donnie garde en lui depuis l'enfance. Son grand-père est un pédophile. Il n'a pas hésité à abuser de lui à plusieurs reprises. Rien d'étonnant donc à ce que le jeune homme soit resté stoïque durant toute la cérémonie. À la fin de l'enterrement, une violente dispute éclate entre lui et sa mère, à la suite de quoi cette dernière refuse de recevoir son fils à la maison. Heureusement, le jeune garçon peut compter sur un couple d'amis, Bob et Jenny Kiefer, qui acceptent de l'héberger durant ces quelques jours. Ils n'habitent pas très loin de la prison et ont convenu avec les gardiens de ramener Donnie en temps et en heure. Le jeune homme est conduit dans une petite maison de quartier de la ville de Stroudsburg. La soirée s'annonce bien. Donnie Decker compte bien profiter de ce court moment de liberté. Malheureusement, les choses ne vont pas se dérouler comme il l'avait espéré. Juste avant le dîner, Donnie déclare qu'il ne se sent pas très bien. Il se lève de table et prend la direction de la salle de bain. Un gros sentiment de malaise est en train de l'envahir. C'est comme si, tout à coup, il perdait pied. Il n'a plus la notion du temps ni de l'espace. Il se croit mourir. En se passant de l'eau sur le visage, il parvient à reprendre un peu le contrôle. Il pense que ce sont ses émotions qui lui jouent un mauvais tour. Il rationalise comme il peut, se persuadant que ses traumatismes sont à présent bel et bien enterrés avec son grand-père. Mais les choses empirent. La température de la pièce chute brusquement et la lumière du néon vacille. Donnie Decker sent une présence derrière lui. Son grand-père? Il témoignera plus tard qu'en se retournant, il a aperçu derrière la fenêtre de la salle de bain la silhouette d'un homme âgé, portant une couronne et le fixant avec un regard mauvais. Il n'est pas sûr qu'il s'agisse de son grand-père. Pensant voir une simple projection de ses pensées les plus sombres, il chasse cette vision de sa tête, mais quelque chose de bien réel l'attaque. Il ressent une vive douleur au niveau de son bras. 3 griffures sanguinolentes viennent d'apparaître au creux de son poignet. Il se passe un peu d'eau et cache sa blessure avec la manche de son vêtement. Lorsqu'il retourne auprès de ses amis, il essaye de se comporter le plus normalement possible. Mais il y a des choses que l'on ne peut pas maîtriser, et Donnie Decker va vite le comprendre à ses dépens. La soirée bat son plein. Les Kiefer sont en train de dîner, mais au cours d'une discussion, une grosse goutte d'eau s'écrase sur la table. Elle est rapidement suivie d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième. Enfin, c'est une véritable averse qui semble s'abattre sur le salon. Bob Kiefer constate que les murs sont subitement gorgés d'eau. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il pleut littéralement dans le salon. Les occupants s'activent à récupérer le tout dans des seaux, mais cela ne suffit pas. Ils se retrouvent rapidement les pieds dans l'eau. Le phénomène s'arrête soudainement. Les Kiefer n'ont pas d'autre choix que de prévenir le propriétaire. Quelques instants plus tard, débarque au milieu du désastre un certain monsieur Ron Van Wy. Il découvre, stupéfait, un salon inondé. Ses locataires font tout leur possible pour éponger le plancher du salon. Les dégâts sont considérables. Ils pensent, en premier lieu, à la fuite d'une conduite d'eau. Elle aurait pu céder, mais ils demeurent perplexes en constatant que l'eau ne provient pas que du toit, mais aussi du plancher et du mur.
N'ayant aucune solution à proposer au Kiefer, il décide de contacter la police. Dans l'agitation, personne ne remarque que Donnie Decker a le regard vide. Il revient à lui lorsque deux agents, John Beaujean et Richard Wolbert, viennent constater le désastre. Ce qui semble n'être qu'un simple dégât des eaux se transforme rapidement en phénomène paranormal. L'eau ne se contente plus de couler des murs et du plafond. Elle défie la gravité. Plusieurs gouttes remontent du sol pour rester en suspension durant quelques minutes, avant de former une sorte de nuage. Tout le monde dans la pièce a bien vu ce nuage se déplacer du salon jusqu'à la cuisine, avant de disparaître à travers un mur. Parfois, l'inexplicable demeure, justement, inexplicable. Et c'est bien ce qui inquiète les deux policiers, impuissants. Cependant, ils remarquent que le comportement de Donnie Decker est différent. Il est le seul à ne pas avoir été stupéfait par ce qu'il vient de voir. Son passé criminel ne joue pas non plus en sa faveur. Puisqu'il manque de preuves, les agents Beaujean et Wolbert décident simplement de rédiger un rapport. Pendant ce temps, ils invitent les occupants de la maison à se réfugier à la pizzeria située dans la rue voisine. Dès que Pamela Scrofano, la gérante de restaurant, aperçoit Donnie Decker, elle sent qu'elle est en présence du diable. Son teint livide, son regard vide ne lui inspire pas du tout confiance. Des gouttes d'eau commencent à tomber dans l'établissement, et le jeune Decker est en transe. Les kiffeurs sont terrifiés. La gérante, elle, sait ce qu'il convient de faire. Fervente croyante, elle a toujours un crucifix sur elle. Lorsqu'elle l'applique sur la peau du jeune homme, celui-ci dit ressentir une vive brûlure. Pamela met alors en garde les kiffeurs. Donnie Decker est possédé. C'est de l'aide de l'église dont il a besoin. Le trio est chassé de la pizzeria, et ils n'ont pas d'autre solution que de retourner. Les kiffeurs ne croient pas en l'hypothèse d'une quelconque possession. Cependant, ils commencent à suspecter fortement Donnie d'être responsable du vacarme qui règne dans leur maison. Ils ne comprennent pas comment le jeune homme s'y prend pour faire tomber de l'eau, mais de toute évidence, le stratagème est bien ficelé. Étrangement, lorsque Donnie ne se trouve pas à l'intérieur du domicile, l'eau ne tombe pas. Lorsqu'il pénètre dans une pièce, tout recommence. Le propriétaire, resté dans la maison après le départ des policiers, s'en prend au faiseur de pluie. Pour lui, il est le seul responsable. Le jeune homme répond à l'agression physique d'une manière peu conventionnelle. Il se met à léviter. Le jeune couple et le propriétaire constatent que ses pieds décollent du sol pendant quelques secondes avant que quelque chose ne le propulse violemment contre l'un des murs de la cuisine. Tout s'est passé si vite. Donnie Decker est à présent allongé sur le sol, totalement inconscient. Bob et Jenny, ne pouvant se résoudre à abandonner Donnie, l'emmènent dans leur chambre d'amis. Demain sera un autre jour. Un autre jour, certes, mais pas moins différent que la veille. Nous sommes le 25 février, et lorsque Donnie apparaît dans le salon, au petit matin, les gouttes recommencent à tomber. Désemparés, les kiffeurs décident d'appeler de nouveau la police. Cette fois-ci, ce sont 3 agents de police, accompagnés du lieutenant John Rundle, qui constatent les phénomènes paranormaux. Toute la police de Strasbourg et des environs est déjà au courant de l'affaire. Pour le chef, c'est un canular. Il a demandé à ce qu'aucun rapport ne soit rédigé sur l'affaire et qu'aucun autre agent ne soit envoyé sur les lieux. Mais Rundle et ses hommes décident de désobéir. Une rébellion qui leur coûtera, si ce n'est leur uniforme, la peur de leur vie. L'un des policiers, également croyant, s'est dit que dans cette situation, un chapelet serait bien plus utile que son arme de service. Lorsqu'il applique la croix en or sur la peau de Donnie, celle-ci le brûle. Il constate également que l'objet est étrangement chaud. La pluie reprend de plus belle. Donnie Decker est en transe. Il lévite une nouvelle fois devant tous les nouveaux témoins, et après avoir été malmené par une force invisible, des traces de griffures apparaissent au niveau de son cou. Il n'y a plus aucun doute à avoir. Sans l'aide de l'Église, le jeune homme est perdu. Dans la même journée, la maison des kiffeurs accueille un nouveau visiteur, le révérend Johnson, une prédicatrice de l'Église évangélique.
Le jeune garçon ne réagit pas tout de suite à cette nouvelle présence. La femme d'église lui demande de s'allonger sur le canapé. Profitant d'un moment d'accalmie, elle lit des prières d'exorcisme. La chose qui torture Donnie se met à s'agiter. Le corps convulse, la pluie se fait de plus en plus dense, mais le révérend Johnson est déterminé. Elle continue ses prières et puis, les choses s'apaisent enfin. La pluie cesse, Donnie est de nouveau calme et plus aucun incident ne sera signalé par les kiffeurs. Un miracle ? Au matin du 27 février, le prisonnier Decker est appelé à rejoindre sa cellule dans la prison du comté de Monroe. Il y retrouve son codétenu. Ce dernier n'est pas très enchanté de le retrouver. Quelques jours plus tard, il retrouve son matelas entièrement trempé et son visage est ruisselant d'eau. Il pleut dans la cellule. L'homme appelle un gardien, tandis que Donnie n'est pas perturbé par la situation. Lorsqu'il est interrogé, Donnie répond d'une manière très naturelle qu'il a le pouvoir de faire tomber la pluie. Même si on continue à ne pas le croire, l'affaire est si étrange qu'on fait appel à l'aumônier de la prison, le révérend William Blackburn. Ce dernier fait face à un directeur de prison affolé. David Kinhold affirme que lorsqu'il a convoqué le prisonnier, de l'eau lui est tombée dessus. Pour Blackburn, c'est absurde, mais il décide tout de même de mettre ses compétences au service du directeur, comme il l'a toujours fait. En s'entretenant avec Donnie, il comprend tout. Il affirme s'être senti en présence du diable. Contrairement au révérend précédent, Blackburn décide, lui, de faire prier le jeune homme. C'est cet acte de foi qui l'aurait sauvé. En seulement quelques minutes, Donnie semble aller beaucoup mieux, et plus aucune goutte de pluie n'est tombée dans sa cellule. Pour l'anecdote, il n'est pas non plus tombé de pluie sur la Bible du révérend, alors que ses vêtements étaient trempés. On parle à nouveau d'un miracle. Pour l'homme d'église, Dieu est à nouveau parvenu à prendre l'ascendant sur le diable. Mais quelques années plus tard, le diable semble avoir pris sa revanche, puisqu'en 2012, Donnie Decker comparaît devant la justice américaine pour le déclenchement suspect de l'incendie d'un restaurant. Dans cette mystérieuse histoire, il est important de souligner que nous avons affaire à une personnalité particulièrement tourmentée. La transe, le regard vide, l'attitude effacée peuvent s'expliquer par le traumatisme vécu par Donnie. Il l'avouera lui-même. « Je pense que mon grand-père est la cause de tous ces problèmes. Il a abusé de moi quand j'étais petit, et cette fois-ci, il a encore abusé de moi. » Certains détails restent inexpliqués, comme la lévitation, les marques apparues dans le cou ou cette sensation de brûlure avec la croix. Cependant, tous ces témoignages auraient pu être tronqués. En vérité, il n'existe aucune preuve photographique de l'événement. Pourtant, les faits se sont déroulés sur plusieurs jours, et il est étonnant qu'aucune enquête n'ait été vraiment menée en profondeur. Selon un rapport météorologique, la Pennsylvanie est souvent sujette à de graves problèmes d'humidité hivernale. Si la maison des kiffeurs est mal isolée, il est possible que de la neige ait fondu sur la surface extérieure du toit, entraînant une accumulation de glace. Cette dernière aurait pu fondre en raison de la chaleur s'échappant de l'intérieur, entraînant une importante accumulation d'eau. Ainsi, Donnie Decker n'aurait pas le don de faire tomber la pluie. Il aurait simplement été là au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais alors, qu'en est-il du mystérieux incendie ? Eh bien, on apprendra plus tard qu'il avait été déclenché par le propriétaire du restaurant pour tromper l'assurance. De la poupée Annabelle. Dans le film de la licence Conjuring, la poupée Annabelle est présentée comme un jouet à l'apparence terrifiante. Possédée par l'esprit d'une petite fille, elle tourmenterait quiconque l'aurait en sa possession. Le scénario est inspiré d'une véritable affaire, à laquelle le célèbre couple Warren a été confronté. Et vous allez voir que la réalité diffère largement de la fiction. Dans cette histoire, Annabelle n'a rien pour impressionner. Elle n'a pas le visage diabolique. C'est une vulgaire poupée de chiffon particulièrement célèbre dans les années 20 et dont les ventes se sont effondrées après la Seconde Guerre mondiale. Baptisé Raggedy Ann, ce jouet voit le jour en 1915 grâce à l'imagination débordante d'un illustrateur de livres pour enfants. 60 ans plus tard, c'est une véritable antiquité qui intéresse de nombreux collectionneurs. C'est ainsi qu'avec le temps,
Raggedy Ann se trouve dans plusieurs boutiques de brocanteurs. En 1970, dans une petite ville en Angleterre, une femme tombe immédiatement sous son charme. Elle pense que la poupée de chiffon serait un parfait cadeau pour sa fille Donna, une collectionneuse de jouets de 24 ans et étudiante en école d'infirmière. Dans quelques jours, c'est son anniversaire, et sa mère compte bien lui faire la surprise. Donna est très satisfaite du cadeau. Raggedy Ann est un jouet culte qui accompagnera parfaitement la décoration de sa chambre d'étudiante. L'appartement qu'elle occupe avec Angie, sa colocataire, est un peu vide. Finalement, Raggedy Ann échoue sur son lit pour ne plus jamais changer de place. Du moins en théorie. Les jours passent, et d'une manière qu'elles ne peuvent pas expliquer, les deux jeunes étudiantes ne se sentent plus aussi bien dans leur appartement. Il y a quelque chose dans l'atmosphère qui a changé. Il faudra un peu de temps avant que Donna remarque que cette mauvaise impression émane de la poupée. Elle a l'impression qu'elle change de position à sa guise, comme si le jouet possédait une conscience. Pour le moment, le phénomène est loin d'être inexplicable. Une simple impression altérée par l'état de fatigue des jeunes filles. La préparation des examens est stressante. Comment peut-on être vraiment certain que la poupée se trouvait dans telle ou telle position? Comme elle est légère, elle aurait également pu bouger sous l'effet d'un courant d'air. Donna juge que leur peur est irrationnelle. Il y a bien un moyen de mettre un terme à toutes leurs suppositions. Elle décide de placer Raggedy Ann dans un coin où il n'y a jamais de courant d'air et dans une position bien spécifique, les bras croisés. En rentrant des cours, elle constate que la poupée a les bras décroisés. Elle n'a pas le temps de pousser plus loin ses investigations. Elle tente alors d'oublier la poupée, mais cette dernière va se montrer fort peu discrète. Une nuit, les étudiantes sont réveillées par des bruits de pas dans l'appartement. Elles ont peur. Quelqu'un est certainement rentré chez elles par effraction. Elles s'enferment dans leur chambre et attendent que le temps passe. Les bruits de pas s'estompent avant de recommencer la nuit suivante. Elles décident de dormir dans le salon pour comprendre la source de tout ce vacarme. Avec un sommeil de plus en plus perturbé, elles ont du mal à rester concentrées en cours. Puis, elles finissent par comprendre. Raggedy Ann est particulièrement friande de balades nocturnes. La poupée est retrouvée dans divers endroits, dans des pièces dont la porte est pourtant fermée. Tout cela n'a aucun sens. Le plus frustrant pour elle, c'est de ne pas pouvoir partager cette expérience avec une tierce personne sans passer pour des folles. Pourtant, il y a bien quelqu'un qui veut entendre leur histoire sans les juger. C'est Lou, le petit copain d'Angie. Le jeune homme, piqué par la curiosité, accepte de passer quelques nuits dans la colocation pour observer les phénomènes et se faire une propre idée sur la question. Et bien sûr, il va très vite le regretter. On ne peut pas dire que le courant passe entre Raggedy Ann et Lou. Ce dernier sent que quelque chose de mauvais émane de la poupée. Il a l'impression que cette dernière le scrute, comme si elle essayait de sonder son âme. Lorsqu'il fait part de ses observations aux étudiantes, celles-ci ne le croient pas. Angie regrette même d'avoir fait venir Lou dans l'appartement. Pour elle, son petit copain est bien décidé à se moquer. Mais alors, comment expliquer ces étranges messages qu'elle découvre, éparpillés sur le sol quelques semaines plus tard? Il s'agit de morceaux de parchemin éparpillés autour de ce jouet, tout sauf innocent. Chacun d'entre eux comporte les mêmes mots. « Aidez-moi ». Mais c'est un autre message qui va retenir leur attention. Celui-ci dit simplement « Aidez Lou ». Cela implique que quelque chose de mal est en train d'arriver au copain d'Angie. Cette dernière en a marre. La plaisanterie a assez duré. Elle aimerait savoir qui est l'auteur de tous ces messages. Et s'il s'agit d'une personne étrangère, alors pourquoi parle-t-elle de Lou? Ce dernier court-il un grave danger? Lou est effrayé. Il est persuadé que la poupée essaye de rentrer en communication avec lui. Les filles ne sont pas de son avis. Lou tente une expérience pour les convaincre qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise blague. Il répand de la farine dans tout l'appartement le matin et demande aux filles de ne pas y entrer avant le soir. Si quelqu'un essaye de leur faire peur, il laissera des traces de son passage sur le sol. Le soir même, un autre parchemin est découvert, mais aucune trace de pas. Lou avait malheureusement raison. Mais se pourrait-il vraiment qu'un tel objet puisse être dangereux? Après tout, les phénomènes paranormaux peuvent effrayer au début,
Et puis lorsque l'on s'y habitue, on ne fait plus attention. Malgré les avertissements de Lou, les étudiantes décident de considérer la poupée comme un membre de la colocation à part entière. Et Raggedy Ann a bien pris ses aises. Elle continue à se promener de temps en temps, et parfois réserve quelques surprises, comme par exemple l'apparition de chocolat dans l'appartement à l'approche des fêtes. Donna et Angie ne s'en étonnent plus. En revanche, elles sont un peu plus méfiantes le jour où une petite statuette traverse la pièce pour s'écraser contre un mur. Donna s'énerve contre la poupée et l'enferme dans la chambre, comme si elle voulait punir une petite fille. Nous sommes en janvier 1971, et les colocataires font appel à une médium. Cette dernière pratique une séance de spiritisme pour tenter de découvrir l'origine de l'esprit occupant la poupée. À la fin de la séance, la médium leur fait une étonnante révélation. Il y a une dizaine d'années de cela, une petite fille du nom d'Annabelle Higgins avait pour habitude de jouer dans un champ. Plus précisément, l'ancien terrain sur lequel a été construit l'immeuble dans lequel elles habitent. Malheureusement, la fillette, âgée de 7 ans, finit par mourir mystérieusement. Les causes de sa mort n'ont pas été divulguées, mais on peut supposer qu'elle a été victime d'un pervers. Dès lors, son âme torturée a erré jusqu'à trouver un réceptacle dans lequel se glisser et auquel on aurait prêté plus d'attention. Tout ce qu'Annabelle recherche, c'est de pouvoir être aimée. Et quoi de mieux pour cela qu'une poupée? Voyant que Donna l'avait abandonnée sur son lit, elle avait cherché par tous les moyens à entrer en communication avec les étudiantes. Les jeunes femmes sont touchées par cette belle histoire. Elles font savoir à la poupée, qu'elles surnomment désormais Annabelle, qu'elles acceptent sa présence dans l'appartement. Lorsque Lou apprend cela, il est terrorisé. En invitant l'esprit de la poupée à rester avec eux, Angie et Donna acceptent de se faire hanter par quelque chose de bien plus maléfique. Un soir, une violente dispute éclate entre Angie et Lou. Le jeune homme voulait simplement leur rendre service et a jeté la poupée dans les ordures. Donna l'a récupérée. Après tout, ce n'est pas comme ça que l'on traite les enfants. Dès le lendemain, le jeune homme regrette d'avoir agi de la sorte. Annabelle se venge en essayant de l'étrangler dans son sommeil. Les deux amis ne réagissent pas plus que ça, jusqu'à l'attaque de trop. Un peu plus tard, au cours de la même année, le couple prépare ses affaires en vue d'un voyage. Tandis que chacun fait son sac, on entend des bruits étranges émaner de la chambre de Donna. Cette dernière étant absente, Angie et Lou ouvrent la porte et constatent avec stupéfaction que la pièce est sans dessus-dessous. La poupée Annabelle lévite quelques instants devant leurs yeux, avant d'être projetée à l'autre bout de la chambre. Dans le même temps, Lou ressent une violente douleur à la poitrine. Angie remarque que des griffures sont apparues sur son torse, avant de disparaître instantanément. Si c'est un esprit mauvais qui se fait passer pour celui d'une petite fille, alors il n'y a que l'Église qui peut les aider à s'en débarrasser. Le père Cook accepte d'examiner l'objet. Lui aussi sent une présence maléfique, mais il n'a aucun pouvoir. En revanche, il connaît les personnes qui sauront gérer la situation, les Warren. À cette époque, ils ne sont pas encore très connus du grand public. Mais pour les 3 étudiants, ça ne fait aucune différence. Si Ed et Lorraine Warren sont capables de les débarrasser de l'esprit qui hante l'objet, alors c'est parfait. Parfait? Pour Ed Warren, il est impossible pour un esprit humain de posséder un lieu ou un objet. Un esprit inhumain, en revanche, c'est-à-dire une forme de démon, en est capable. Pas de petite fille, donc. La médium que Donna avait engagée se serait fait berner par un être démoniaque. Mais le pire reste à venir. Les attaques subies par Lou montrent que tôt ou tard, le démon finira par posséder le jeune homme. Heureusement, le démonologue est bien décidé à ne pas laisser l'entité atteindre son objectif. Il demande au père Cook de procéder à une bénédiction épiscopale au sein de l'appartement, afin d'emprisonner l'esprit démoniaque dans le corps de la poupée. Selon le couple Warren, la bénédiction aurait fonctionné et les démonologues seraient repartis la poupée sous le bras. Aujourd'hui, pour une petite centaine de $, il est possible de voir Annabelle bien enfermée dans sa boîte, dans le musée du paranormal tenu par les Warren en personne. Une attraction très lucrative qui laisse à penser que toute cette histoire est fausse, du moins en grande partie. L'histoire de la poupée Annabelle est racontée dans un livre vantant les mérites du couple démonologue.
Il n'existe aucune archive qui relate les faits, pas même une interview des protagonistes. Angie, Donna et Lou sont de parfaits inconnus, ou de bons personnages de fiction. Nous ne le saurons jamais. Certains détails, tels qu'il en existe dans le livre, sont assez grotesques, comme l'apparition du chocolat dans la chambre à l'approche de Noël, et surtout cette fameuse attaque nocturne où Lou se fait étrangler par la poupée. Comment est-ce possible, puisqu'il ne s'agit là que d'un jouet en tissu? Une journaliste dira plus tard, après avoir visité le musée des Warren, que la poupée Annabelle n'a rien de très impressionnant. L'histoire, qui a fondé le mythe, a permis au couple de justifier l'existence d'un supposé démon. Aussi effrayante soit-elle, on peut aussi être amusé par cette affaire. Pour la petite anecdote, la Raggedy Ann d'origine était en réalité l'héroïne d'une série de livres pour enfants, puis d'un dessin animé. Les livres illustrés racontaient l'histoire d'une poupée de chiffon douée de conscience qui se déplaçait librement dans la maison pendant que ses propriétaires avaient le dos tourné. Désormais, vous ne verrez plus jamais vos jouets de la même manière.